La Barrevie. Quelles sont les caractéristiques de ce lieu et qui sont ses habitants? Restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus, mais prenez garde. Si vous êtes un joueur, je vous préviens qu'il y a des spoilers de la malédiction de Strahd et qu'il vaut mieux cesser l'écoute immédiatement. La végétation en Barrevie est composée principalement d'une forêt d'épineux denses et c'est une vallée parsemée de collines entre le mont Baratok et le mont Gakis. La température est fraîche et humide, mais peut rapidement changer selon l'humeur de son seigneur. Un orage peut être soudain. La population est autosuffisante, bien que leur nourriture n'est pas très diversifiée. Ils ont principalement des champs de légumes racines, comme des carottes et des navets par exemple, dû au manque de soleil. Ils vivent aussi de la chasse aux petits gibiers et aux loups, bien que ce sont que les plus courageux qui osent sortir des limites de sa ville. La seule source d'alcool de toute la vallée provient du magicien des vins, et ce sont grâce à des joyaux magiques que les vignes parviennent à pousser malgré les conditions climatiques peu favorables. À première vue, la région semble immense, mais en vérité, lorsqu'on regarde l'échelle, un hex égale en fait à un quart de mille. On fait 12 hex par heure en marchant, et en une journée de marche, on peut faire 24 000 au total, ce qui veut dire que l'on peut traverser Barrevie en une seule journée. Tout est proche au final, et c'est ce qui rend le tout bien plus dangereux. J'ai vu à l'occasion des maîtres de jeu augmenter la distance pour que ça prenne plusieurs jours se rendre du village de Barovia à Vallaki. Par expérience, ça rend pas le jeu plus dur pour les joueurs. Bien sûr, il y a le danger de dormir à la belle étoile, mais ça laisse l'occasion aux personnages de se reposer avant d'atteindre la destination, et donc d'être plein de ressources lorsque le vrai danger arrive. En respectant les distances réelles du module, on peut accomplir plus de choses en une seule journée, et il faut donc apprendre à gérer ses ressources, car on peut les épuiser bien plus vite et être à sec avant notre prochaine destination. Les rencontres aléatoires ont plus d'impact ainsi lorsqu'il s'agit d'un combat que lorsque l'on sait qu'il reste encore une journée ou deux de voyage et que l'on aura un repos avant l'arrivée. Donc il vaut mieux garder les distances telles que dans le livre. La Barrevie est un demi-plan animé par la conscience de Strahd. Seulement 1/10 de ses habitants ont une âme, les autres, de simples manifestations du subconscient du conte pour peupler ces terres. Ceux sans âme sont ternes. Ils portent aucune couleur et leurs émotions sont tout aussi ennuyantes. Aucun d'eux ne rit ou ne pleure, alors que ceux qui ont une âme sont vêtus avec des couleurs vives et expriment toutes sortes d'émotions. Certains PNJ sont indiqués en avoir une, comme Irena et Ismark. Quant au reste, c'est à la discrétion du maître de jeu de choisir. Les personnages peuvent apprendre ce fait avec l'événement Quelque chose de neuf à Kresk. À force d'avoir des interactions avec des gens mornes, vos joueurs vont finir par demander autour d'eux « Qu'est-ce qui se passe avec eux? » Vous pouvez partager cette information si vous considérez que la personne à qui ils le demandent saurait ce fait ou pas. Si Strahd est vaincu à la fin de la campagne, les sans-âmes cessent d'exister s'ils quittent la région. Le seul moyen pour eux de continuer de vivre et d'exister est de rester en Barrevie. Le fait que ces êtres créés par le subconscient de Strahd sont toujours présents lorsque celui-ci est vaincu est un indice qu'il n'est pas réellement mort et qu'il reviendra. Il y a une brume permanente qui entoure la Barrevie. Elle recouvre le ciel et bloque ainsi les rayons du soleil. Il fait jour en Barrevie, mais la lumière n'est pas considérée comme étant celle du soleil, ce qui permet aux créatures affectées par celle-ci, comme les vampires, de sortir en plein jour. Vous pouvez garder cette information pour surprendre vos joueurs plus tard, comme lors de l'affrontement contre Doru. Si ça se passe de jour, ils penseront que de le sortir à l'extérieur va le tuer, alors que ça ne lui fera rien du tout. Cette brume empêche quiconque n'ayant pas l'autorisation de Strahd de sortir de la région. Seuls les Vistani, grâce à une promesse faite il y a longtemps par le Seigneur, sont libres de voyager comme bon leur semble. Et à l'occasion, lorsque le comte le désire, les loups-garous franchissent la brume afin de voler des enfants dans le monde matériel. Si les personnages tentaient d'affranchir, ils ressortiraient un peu plus loin de retour en Barrevie, sans n'avoir jamais eu conscience qu'ils ont fait demi-tour. Ils doivent en plus faire une sauvegarde de constitution afin de ne pas gagner de niveau d'épuisement par cette traversée. Même les âmes ne peuvent quitter et sont prisonnières d'un cycle perpétuel de réincarnation, sans n'avoir aucun souvenir de leur vie passée. Irena en est un bon exemple. Si un humanoïde est ramené à la vie après 24 heures, celui-ci gagne une forme de folie illimitée alors qu'il réalise l'ampleur de la situation. Aucune magie, pas même la puissance d'un sort de souhait, n'est assez puissant pour permettre de sortir sans l'accord du sombre seigneur. Qu'importe comment ce souhait est formulé, si l'intention finale du résultat est celui de sortir de Barrevie, le souhait va échouer.
D'ailleurs, toute magie qui transporte ou communique vers un autre plan ne fonctionne pas en Barovie, comme bannissement ou téléportation. Pour le bien du jeu, les classes de personnages ayant des pouvoirs provenant des dieux ne sont pas pénalisées et gagnent leur habilité de classe. Par contre, s'ils prient à leurs dieux, ils n'auront aucune réponse de ceux-ci. Strahd peut, s'il le veut, se faire récepteur de toute communication extraplanaire et répondre en se faisant passer pour l'être contacté. Pour ce qui est des sorts qui conjurent des créatures, le sort agira normalement. Toutefois, lorsque viendra le temps pour la créature de rentrer chez elle à la fin du sort, elle se retrouvera à son tour prisonnière de Barovie, et la personne l'ayant invoquée n'a plus de contrôle sur celle-ci. Il y a une seule exception à tout ça. La frontière éthérée est accessible en Barovie. Mais quel que soit le sort utilisé, les personnages reviendront toujours en Barovie, même s'ils essaient de quitter à partir de la frontière éthérée. Pour accentuer l'élément d'horreur de la campagne, vous pouvez modifier la description visuelle des sorts. Comme par exemple, la main de mage aura une apparence squelettique et fantomatique. Le domaine projette son influence jusque sur l'apparence de la magie. Quelques exemples de sorts sont donnés dans le chapitre 2. C'est un ajout optionnel qui rajoute à l'ambiance, mais si vous êtes comme moi, ayant déjà beaucoup de choses à penser en tant que maître de jeu, j'oublie toujours d'implémenter ce détail. Lorsque Strahd de son vivant a envahi la vallée, il a peuplé celle-ci d'humains provenant d'un peu partout de son royaume. Il y a donc une grande diversité ethnique parmi ceux-ci. Leur tempérament est généralement froid face aux étrangers, puisqu'ils craignent ce qu'ils ne connaissent pas et savent que ceux-ci risquent d'attirer l'attention du diable. La communauté est très importante pour eux et ils s'entraident dans le besoin. Ils vont s'allier si les personnages leur causent du trouble pour les chasser. Il est difficile pour un étranger de s'intégrer parmi eux. Il y aura toujours de la méfiance. Toutefois, si les étrangers se montrent dignes de confiance, ils gagneront des alliés fidèles parmi le peuple. Les Baroviens seront encore plus méfiants des étrangers s'ils sont de race peu commune. Ils savent l'existence des nains et des elfes, par exemple, puisque les personnages ne sont pas les premiers que la brume emporte dans leur royaume, mais n'en ont pour la plupart jamais vu de leur vivant. Certaines races pourraient être perçues comme des monstres pour eux, et ils démontreront de la crainte, de l'hostilité et le rejet en n'acceptant pas leur présence dans leur ville. Par exemple, un personnage tiefling pourrait être pris pour un démon. Les seuls non-humains que les Baroviens ont vus sont les quelques elfes du crépuscule non loin de Vallaki, et les rares aventuriers qui se retrouvent prisonniers ici. Les enfants baroviens ne connaissent pas la joie ni le jeu. Ils grandissent dans la peur des histoires qu'on leur raconte et celles qu'ils sont témoins. Barovie est un sombre endroit pour y vivre, avec des créatures horribles qui peuvent vous égorger à tout moment. Ils sont donc incités à ne pas s'éloigner de leur demeure et de faire confiance à personne. Les seuls jouets qu'ils ont proviennent du créateur Blinsky, qui s'inspire du sombre monde qui l'entoure pour ses créations. Les Baroviens ne connaissent rien des joies de la vie courante des autres mondes. Ils vivent dans une peur constante. Les gens en général sont plutôt pauvres. Les ressources de la vallée sont limitées. Ils construisent eux-mêmes ce qu'ils utilisent. Les seuls à faire de l'importation sont les Vistani, et les Baroviens les évitent comme la peste, croyant qu'ils sont tous des espions du diable. Faisant tout eux-mêmes, ils ne connaissent pas le chômage. Chacun a sa place dans son travail en ville. C'est un peuple débrouillard avec le peu qu'ils ont. Et les mariages sont rarement d'amour. Ils vont passer leur vie entière dans le même lieu sans n'avoir jamais visité le village voisin. Une liste des connaissances des Baroviens sur Strahd, la région et leurs croyances se trouve dans la section Informations connues de tous les Baroviens dans le chapitre 2. Les Vistani sont un peuple nomade très coloré et sont l'opposé des Baroviens. Ils vont accueillir les étrangers à bras ouverts, les inviter à boire et danser avec eux. Ils sont sociaux et joyeux, aiment faire la fête et savourer les plaisirs de la vie. Ils sont jeunes de cœur et de bons vivants. Ils ont 2 campements permanents en Barovie, mais peuvent très bien s'installer n'importe où avec leurs roulottes aux multiples couleurs. Ils vivent de leurs artisanats, de leur bonne aventure et de la vente d'informations. C'est un peuple avec un respect profond des traditions et sont très fiers de leurs coutumes. Ils se montreront impitoyables s'ils se sentent menacés et peuvent lancer des malédictions. C'est jamais une bonne chose de se mettre un Vistana à dos. Une fois par jour, un Vistana peut maudire quelqu'un qu'il voit, et cette personne doit faire une sauvegarde de sagesse. Si le jet est échoué, une malédiction sévit sur la victime. Et si la personne atteinte venait à mourir et revenir à la vie, ça ne le libère pas de cet effet. De même, si le Vistana meurt, l'effet persiste. Seuls les sorts pour lever une malédiction ou une magie similaire peuvent soulager la personne maudite. Les effets de malédiction sont variés, allant d'une altération physique horrible à des désavantages sur des lancers de dés. Lorsqu'une magie assez puissante enlève la malédiction,
le Vistana qui a lancé celle-ci a une répercussion psychique douloureuse en retour. Ils choisissent donc sagement de le faire et ne le font pas inutilement. Un Vistana va lancer une malédiction s'il se sent offensé ou avant de mourir comme dernière parole. Leurs ancêtres ont sauvé Strahd de son vivant, et pour les remercier, le comte leur a promis qu'ils seraient toujours les bienvenus en son royaume, ce qui permet aux Vistani de franchir les brumes sans encombre. Ils sont les seuls à pouvoir voyager à travers elles, et ils ont appris à les naviguer avec le temps. Ils finissent toujours par revenir en Barovie, même si c'est un sombre domaine, puisque c'est leur terre natale. Les croyances qu'ils sont les espions du diable ne sont pas totalement fausses. Il y a bien certains d'entre eux qui travaillent pour le comte, mais ce ne sont pas tous les Vistani. Arigal est mentionné comme étant l'un des espions de Strahd, mais son frère Luvash ne l'est pas. Le maître de jeu est libre de choisir lesquels sont associés avec le seigneur. Ceux-ci sont corrompus et considèrent Strahd comme étant leur roi. Ils feront tout ce que celui-ci leur demande, dont amener des étrangers à Barovie, et seront plus enclins à mentir, voler ou attaquer les personnages. Les clans Vistani sont très soudés. Ils vivent en harmonie et partagent avec les autres. Si toutefois un Vistana trouble la vie du clan, nuit aux autres, celui-ci sera banni. Il n'y a pas plus pire honte pour un Vistana que d'être un exilé. C'est même pire que la mort. Certaines femmes Vistani sont dotées de dons de clairvoyance, comme la jeune Arabelle que les personnages peuvent sauver au lac Zarovitch. Leur pouvoir permet de prédire des futurs possibles pour les autres, mais jamais celui de leur propre peuple. L'aînée de leur clan s'appelle Madame Eva. C'est la voyante la plus puissante qui est aussi vieille que Strahd. Elle sait que pour sa sécurité, il vaut mieux faire ce que Strahd demande et semblera donc à première vue être une alliée de celui-ci. C'est elle qui trouvera les héros pour lui, mais elle en profite pour utiliser elle aussi ces personnes que le vampire lui dit de trouver afin de les convaincre de récupérer les artefacts pouvant les aider à détruire le seigneur de Barovie ou de trouver un possible successeur. Son plus grand désir est de libérer la population et de sauver Strahd. Elle croit que cela se fera grâce à la mort de celui-ci ou avec un remplaçant sur son trône. Eva elle-même est une candidate possible pour succéder au vampire, mais jamais elle n'acceptera, ne désirant pas avoir plus de pouvoir. Il est peu probable que les personnages connaissent l'histoire d'Eva, à moins qu'ils posent les bonnes questions. Eva ne dévoilera pas ses véritables intentions et identités, de crainte que Strahd découvre qu'elle joue contre lui. En vérité, elle est la demi-sœur de Strahd. Son père, le roi Barov, a eu une aventure avec une Vistana lors d'une croisade. De cette union est née Katarina. Elle sait que Strahd est son demi-frère, mais garde secret que du sang royal coule de ses veines. Vous retrouverez plus d'informations sur les Vistani dans le chapitre 3 dans la section G, campement de l'étang de Tser, et le chapitre 5 dans la zone N9, campement des Vistani. Leur connaissance de la Barovie, de Strahd et leurs croyances se trouve dans le chapitre 2 dans la section Informations connues de tous les Vistani. Les seuls habitants non humains de Barovie, outre les monstres, sont les elfes du crépuscule, que l'on retrouve dans le chapitre 5 à la section N9. Je rentrerai pas trop en détail sur ceux-ci, puisque je vais en reparler lors d'une future capsule sur le chapitre 5. Mais en résumé, les elfes du crépuscule s'éloignent que très rarement du campement des Vistani près de Vallaki, où ils ont résidence. Ceux-ci vivent plutôt reclus entre eux et sont avec les Vistani que pour leur protection, et ne se mêlent pas aux autres. Ils évitent d'attirer l'attention, ne voulant pas provoquer la colère de Strahd, étant déjà victimes de celui-ci. Leur histoire est tragique et démontre la cruauté à laquelle Strahd et son chambellan Rahadin sont capables de faire. Ce sont des personnes plutôt réservées et composées uniquement d'hommes. Il n'existe plus aucune femme ni enfant de leur clan. C'est une race en voie d'extinction. Casimir Velikov est leur chef. Et Rahadin fait partie de cette race, mais a renié les siens il y a longtemps et les a trahis en rejoignant la famille von Zarovitch, alors que Strahd n'était pas encore né. Rahadin a causé le déclin des elfes du crépuscule. Ils ont les mêmes statistiques que les elfes sylvestres, à la différence qu'ils ont la peau et les cheveux foncés. Merci à tous d'avoir regardé cette capsule. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Si vous êtes impatient de voir la suite du guide, rejoignez notre Patreon. Nos membres ont un accès anticipé dès que la vidéo est prête et le prochain sera sur le village de Barovia et comment s'y rendre. Et si vous voulez voir une campagne de la malédiction de Strahd où je suis le maître de jeu, allez voir les brumes de Ravenloft. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce au bas du vidéo, sur la cloche si vous voulez rien manquer et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un immense merci à tous ceux qui nous supportent ici sur Twitch, Patreon et via notre boutique Redbubble. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!